Très bien. Alors, la relation hôte-bactérie, ça veut dire quoi? C'est la relation entre une bactérie et l'hôte. L'hôte, principalement l'homme. Donc, comment une bactérie ou un virus, pratiquement la même chose, arrive à donner une infection chez l'individu? Alors, la bactérie possède un pouvoir pathogène. Donc, par son pouvoir pathogène, elle a la capacité d'infecter l'homme. L'hôte, premièrement, elle doit être réceptive, c'est-à-dire réceptive à l'infection et aux bactéries. Deuxièmement, l'hôte possède des moyens de défense, principalement le système immunitaire. Alors, l'infection résulte donc de la rupture d'un équilibre en faveur de la bactérie. On a toujours un équilibre entre les bactéries ou les virus, qui est les germes, ou c'est-à-dire l'entité qui va attaquer, et l'hôte, qui a des moyens de défense. Si les moyens de défense sont suffisants, donc on n'aura pas d'infection. Une fois il y a rupture d'un équilibre en faveur de la bactérie ou du virus, donc vous Euh, voyez pas. Est-ce que vous pouvez lancer les diapos parce qu'on n'arrive pas à les voir? Ah bon? D'accord. Une seconde. Maintenant, vous arrivez à voir les diapos? Oui, c'est visible, merci. Très bien. Alors bon, je dirais qu'il y a toujours un équilibre entre la bactérie et la hôte. Alors, principaux types de relations hôte-bactérie. On a plusieurs types de relations. La bactérie, elle n'est pas toujours pathogène, elle ne donne pas toujours des infections. Premièrement, on a le saprophytisme, c'est-à-dire c'est une forme de nutrition permettant à un organisme d'utiliser des matières organiques en décomposition. C'est-à-dire les bactéries peuvent être à l'état saprophyte utilisant des matières organiques en décomposition sans causer aucun problème. Pour l'hôte, généralement, c'est des bactéries de l'environnement, les sols, l'eau, les surfaces, etc. Donc, ce n'est pas des bactéries qui causent des infections chez l'hôte ou chez l'homme. Deuxièmement, on a le deuxième type, c'est le commensalisme. Le commensalisme, c'est une association de deux différentes espèces. Dans notre cas là, c'est l'homme et la bactérie. Ces deux espèces vivent ensemble sans que le système immunitaire, par exemple, nuit à ces bactéries, ni les bactéries attaquent l'organisme. C'est des bactéries vivant à la surface de la peau, des téguments, dans les cavités naturelles de l'homme. Elles se nourrissent des matières ou par exemple de la peau en décomposition, des cellules, etc., mais sans donner de problème chez l'homme. C'est ce qu'on appelle la flore normale de l'homme ou flore commensale. Vous savez qu'on va faire à la fin du cours la flore normale. Donc, on a une flore, c'est des bactéries qui vivent sur la peau, dans les cavités naturelles, dans les muqueuses, sans donner aucun problème. Par contre, elles protègent contre les germes pathogènes. Bon, donc, toujours dans le commensalisme, on a les bactéries commensales qui sont là, sur la peau. Deuxièmement, on a ce qu'on appelle la colonisation. Colonisation, c'est une implantation de la bactérie sur le revêtement, par exemple, cutanéo-muqueux, sans provoquer de dommages. C'est-à-dire, on a des bactéries qui colonisent la peau sans donner un problème. C'est généralement des bactéries de la flore commensale. À la différence du portage. Au portage, ou ce qu'on appelle portage porteur sain, c'est une colonisation par des bactéries pathogènes. Lorsqu'on dit colonisation simple, c'est une colonisation par des bactéries de la flore commensale qui ne donnent pas d'infection, généralement bien sûr. Le portage, c'est une colonisation, mais par des bactéries pathogènes. On dit portage parce que la bactérie pathogène, elle est là, mais elle ne cause pas de problème. Généralement, elle est là d'une façon transitoire, mais elle ne cause pas d'infection. C'est ça la différence entre une colonisation et un portage. On a par exemple toujours des porteurs sains d'une bactérie pathogène. Par exemple, je vais donner l'exemple du salmonelle. Les salmonelles sont des bactéries pathogènes. Normalement, elles causent, par exemple, Salmonella typhi, elles donnent des fièvres typhoïdes. Mais chez certains individus qui ont, par plusieurs mécanismes, la bactérie ne va pas donner de problème, ne va pas donner une fièvre typhoïde. Mais l'individu reste un porteur sain. Il est en train de la bactérie, elle est là, elle survit, il peut infecter d'autres personnes, par exemple, mais lui n'aura rien. Donc, ce qu'on appelle un porteur sain. Donc, le portage, c'est par des bactéries pathogènes. La colonisation par des bactéries commensales non pathogènes.
Troisième type, on a la symbiose. C'est un mode de relation entre la bactérie et l'hôte. Tous les deux profitent de l'association. Par exemple, pour vous comprendre plus, on doit donner des exemples. Donc, on a les bactéries du tube digestif de l'homme. Elles se nourrissent des aliments présents. En même temps, elles fabriquent des vitamines que l'homme peut utiliser, comme par exemple la vitamine K. En même temps, elles protègent l'organisme contre la prolifération des bactéries pathogènes. Donc, c'est un pouvoir. En même temps, la bactérie, elle profite des aliments, mais en même temps, elle synthétise des vitamines que l'homme utilise et en même temps, elle protège contre la prolifération des germes pathogènes. C'est ça la symbiose. Donc, les deux profitent de l'association. En quelque sorte, c'est une association gagnant-gagnant. Bon, ça, c'est juste un schéma qui illustre, c'est-à-dire la symbiose. Donc, à partir des benzoates, elle synthétise la vitamine B8 et elle synthétise également des molécules anticancérigènes. Donc, c'est ça, la symbiose. Donc, la flore, par exemple, digestive, elle a un rôle très, très, très important. C'est pourquoi, lorsqu'il y a une prise prolongée des antibiotiques, la flore, elle sera détruite et le patient a des diarrhées, a des infections par des germes pathogènes, par exemple, comme Clostridium difficile, etc. Donc, on doit toujours restaurer cette flore pour restaurer l'équilibre et éliminer ces bactéries pathogènes. Quatrième type, là, c'est la pathogénicité ou parasitisme. C'est ça, une relation en faveur de la bactérie, bien sûr. Là, c'est des bactéries pathogènes, ou ce qu'on appelle parasitisme. La pathogénicité est la capacité d'une bactérie à produire une maladie chez l'homme. Donc, la bactérie, elle est premièrement pathogène et elle donne une maladie. Le parasitisme est une forme de vie d'un organisme aux dépens d'un autre être vivant. C'est ça, le terme parasite. Une bactérie pathogène est une bactérie qui est nuisible, bien sûr, à son hôte et peut provoquer chez lui une maladie. C'est une bactérie pathogène, donc elle a un pouvoir pathogène, elle a des facteurs de virulence, à la différence des bactéries, par exemple, commensales, qui n'ont rien, elles n'ont pas cette attitude ou ce pouvoir pathogène. Pour les bactéries pathogènes qui peuvent donner des maladies ou des infections chez l'homme, on distingue plusieurs types. Premièrement, ce qu'on appelle les bactéries pathogènes spécifiques ou pathogènes stricts. Comme le nom indique, bactérie pathogène, bien sûr, elle est pathogène, et spécifique. Donc, c'est une bactérie qui entraîne une maladie cliniquement définie. Donc, la bactérie, si elle infecte l'individu, elle donne toujours une symptomatologie bien définie. Lorsqu'on parle de Salmonella typhi, elle donne la fièvre typhoïde. Elle ne donne pas, par exemple, la tuberculose. C'est pourquoi on dit pathogène spécifique. Treponema pallidum, par exemple, elle donne la syphilis. Elle ne donne pas autre chose. Mycobacterium tuberculosis, elle donne la tuberculose. Ça, c'est une maladie pardon, cliniquement définie. Deuxièmement, on a ce qu'on appelle les bactéries pathogènes opportunistes. Donc, c'est des bactéries pathogènes, bien sûr moins virulentes que les bactéries pathogènes spécifiques. Elles sont opportunistes. Donc, elles donnent des maladies ou des infections chez des individus qui, chez ces individus, par exemple, les défenses sont affaiblies. Une personne diabétique, immunodéprimée, suite à un cancer, c'est-à-dire le sida, là, le système immunitaire, il est complètement affaibli. Donc, ces bactéries-là, elles peuvent proliférer et donner une infection. Mais elles donnent très rarement, voire jamais, des infections chez les sujets sains. Ces bactéries sont souvent des bactéries commensales, exemple par exemple les entérocoques, les Staphylococcus epidermidis. Parfois, les bactéries, ça profite de l'environnement. Par exemple, Pseudomonas. Pseudomonas aeruginosa, c'est une bactérie de l'environnement. Elle n'est pas censée donner des infections chez les individus, mais elle est parmi les bactéries responsables de le plus des infections nosocomiales. Donc, parmi les infections nosocomiales, une grande partie, elle est due à Pseudomonas, c'est-à-dire des infections attrapées à l'hôpital, parce que c'est une bactérie de l'environnement qui donne des infections chez des sujets affaiblis. Donc, des sujets hospitalisés sont souvent affaiblis, soit des immunodéprimés, des diabétiques, c'est des gens porteurs de cathéters, de sondes urinaires. Donc, la bactérie, elle sera introduite à l'intérieur de l'organisme et elle peut donner des infections. La différence là, c'est pas des pathogènes spécifiques. Ils ne donnent pas, par exemple, une symptomatologie bien définie. Pseudomonas, elle peut être responsable d'infections urinaires, elle peut être responsable de septicémie, donnant des manifestations généralisées. Elle peut donner des méningites chez un individu, par exemple, opéré en neurochirurgie. Elle peut donner des infections cutanées chez les brûlés. Donc, ce n'est pas une maladie bien définie. Donc, elle donne, ça dépend le terrain. Ça dépend
l'affaiblissement du patient. S'il est sondé, elle donne des infections urinaires. S'il est brûlé, elle donne des infections cutanées. À la différence des bactéries pathogènes spécifiques, là, la maladie, elle est cliniquement bien définie. Là, on passe, ça va jusqu'à maintenant, vous arrivez à suivre, il n'y a pas de blocage. Alors, alors on continue. Développement et divers aspects de la maladie. Il faut savoir que ce cours-là, c'est généralement des définitions des relations hôte-bactérie, etc. On va définir toutes les pathologies, comment la bactérie elle va infecter, le cycle épidémiologique, etc. Développement et divers aspects de la maladie infectieuse. Donc, une maladie infectieuse, elle résulte de quoi? Elle résulte d'une rupture, d'un équilibre entre la bactérie pathogène et les moyens de défense de l'organisme. Ce conflit, on retrouve à chaque étape de l'évolution de la maladie. Donc, la maladie, il y a plusieurs étapes d'évolution. Premièrement, on doit parler du réservoir, c'est-à-dire la source de contamination, là où le germe, ou la bactérie ou le virus est survie. Ce milieu naturel c'est le milieu naturel de l'agent infectieux. Il peut être environnemental, c'est très rare que l'infection soit due à un germe environnemental. Par exemple, la terre. On donne l'exemple, on donne toujours aux patients après, par exemple, coupure ou par un truc rouillé, par exemple des clous rouillés, etc., de faire une vaccination contre Clostridium tetani. Parce que Clostridium tetani est une bactérie qui survit sur la terre, sur les objets rouillés, etc. Donc, il y a risque de contamination à partir de l'environnement. Il y a le Vibrio cholerae, par exemple, qui vient de l'eau. L'aspergillus, c'est un parasite, bon, un champignon qui infecte à partir de l'air, mais c'est très rarement où on a des infections à partir de l'environnement. Vous arrivez à suivre, s'il vous plaît, parce que personne n'a répondu. Très bien. Deuxième réservoir, c'est l'animal. L'animal, c'est ce qu'on appelle les zoonoses. Zoonose, c'est-à-dire zoo, c'est l'animal. Oose, généralement, c'est un préfixe utilisé pour déclarer une maladie. L'homme peut être deux types de hôtes dans le cas d'infection par un animal. Soit hôte accidentel. Lorsque l'homme est une hôte accidentelle, généralement le pouvoir pathogène il est très élevé. Donc, c'est des bactéries ou des virus hautement pathogènes. Là, on a donné l'exemple de SRAS. SRAS en français, c'est le SARS. C'est par exemple le COVID-19. Normalement, c'est une souche animale. Donc, lorsqu'elle attaque l'homme, l'homme ne reconnaît pas, lorsqu'on dit l'homme, c'est-à-dire les moyens de défense et le système immunitaire. Le système immunitaire ne reconnaît pas ces antigènes. Ce sont des antigènes étrangers, animaux, qui sont censés infecter l'animal. Donc, l'homme n'a jamais rencontré cette pathologie. Le système immunitaire n'a jamais été en contact. Donc, il n'a pas des connaissances préalables. Automatiquement, le virus ou la bactérie, elle sera hautement pathogène. Parce que c'est des nouveaux antigènes. Donc, la bactérie, elle sera hautement pathogène. C'est des maladies émergentes. Il y a d'autres zoonoses, par exemple, où l'homme est une hôte fréquente. Bon, par exemple, les rickettsiosis, les brucelloses, etc. Là, le pouvoir pathogène, il est plus ou moins modéré et n'est pas aussi hautement pathogène que les zoonoses où l'homme est un hôte accidentel. Troisième type, qui est le plus fréquent, c'est le réservoir humain, c'est-à-dire la contamination se fait à partir d'un autre humain. C'est le cas le plus fréquent, par exemple les méningites à méningocoque, la tuberculose, le sida, le paludisme, etc. C'est des infections qui viennent d'une contamination interhumaine. Il y a aussi l'homme peut être un réservoir on donne des infections endogènes. Infection endogène, ça veut dire quoi? C'est la contamination. L'homme s'infecte lui-même par sa flore. Par exemple, lorsqu'une opération sur les voies digestives, donc les bactéries du voie digestive vont être déversées par exemple, dans l'organisme, à ce moment-là, on aura une infection endogène par sa propre flore. Suite, par exemple, à un cathéter cutané, la flore cutanée va pouvoir pénétrer à l'intérieur de l'organisme, donnant une infection. Ça, c'est une infection endogène. Donc, le patient est son propre réservoir.
Troisièmement, là, on a parlé de réservoir, on va parler de mode de transmission, parce que la bactérie, du réservoir vers l'homme, elle a besoin, bien sûr, d'un mode de transmission. La transmission se fait comment? Premièrement, la transmission directe. Direct, c'est-à-dire la contamination par contact avec le réservoir. Un contact direct, par exemple, entre l'homme et l'animal. Par exemple, morsure par un chien, il y a transmission de la rage. Ça, c'est une contamination directe du réservoir vers l'homme. La transmission indirecte, c'est quoi? C'est la contamination par l'intermédiaire d'objets infectés, soit les aliments contaminés, l'eau, parce que les bactéries, il y a des bactéries ou des virus qui survivent à l'extérieur de l'organisme. Donc, par exemple, comme la grippe ou la COVID-19, par exemple, elle survit sur les objets. Donc, on peut être contaminé à part l'intermédiaire de ces objets souillés s'il y a un manque d'hygiène ou on ne nettoie pas les mains, etc. Ça, c'est la transmission indirecte. Le réservoir va laisser ou va excréter la bactérie ou le virus à l'extérieur. Ce virus va se déposer sur les objets. En contact avec ces objets souillés, l'homme peut se contaminer. C'est ça la transmission indirecte. Il y a d'autres notions, c'est la transmission horizontale, c'est-à-dire contamination interhumaine, par exemple, comme la grippe. Ça, c'est une contamination horizontale, interhumaine. Et il y a la transmission verticale au transplacentaire de la mère vers le fœtus. C'est ce qu'on appelle les infections maternelles-fœtales. Donc, une infection, la mère, elle attrape une infection, elle transmet cette infection au fœtus. Exemple, la rubéole. Donc, après, on a du réservoir, un mode de transmission, le germe arrive à l'organisme. Lorsque le germe arrive à l'organisme, il a besoin d'une voie de pénétration, parce que l'organisme est doté, bien sûr, de moyens de protection. Donc, il a besoin d'une voie de pénétration dans l'organisme, ce qu'on appelle la porte d'entrée. Premièrement, la porte d'entrée respiratoire, par voie respiratoire, c'est-à-dire inhalation des aérosols contaminés. C'est le cas des infections respiratoires, la grippe, la COVID, le coqueluche, légionellose, etc. Là, normalement, on parle de bactéries, même les virus, c'est la même chose. Donc, une infection par la coqueluche, légionelle, la grippe, etc. La porte d'entrée, elle est respiratoire. Généralement, les infections de porte d'entrée respiratoire donnent, bien sûr, des infections respiratoires. Dans certains cas, non. On a deuxièmement la voie digestive par ingestion d'eau ou d'aliments souillés. Donc, il y a ingestion, par exemple, d'une eau contaminée par Vibrio cholérique, on aura une infection par Vibrio cholérique ou contaminée par Salmonella typhi. Il y a également l'ingestion d'aliments souillés par les salmonelles. Par exemple, une viande mal cuite, on peut être contaminé par les salmonelles, les parasites, la toxo, etc. Donc ça, c'est une forme de contamination par voie digestive. On a également la voie cutanée. C'est inoculation par contact avec les objets souillés. Mais là, la voie cutanée, généralement, c'est soit surinfection d'une plaie, soit suite à une plaie, parce que la peau, normalement, elle est imperméable à la pénétration des germes. Mais suite à par exemple, effraction de la peau, une plaie, etc., la plaie devient une porte d'entrée. Du tétanos, par exemple, suite à une blessure par un objet tranchant rouillé ou une surinfection de la peau, tout simplement. On a la voie transcutanée. Là, c'est une inoculation, soit par une injection, par exemple, on va parler d'hépatite C, suite à une injection, par exemple, chez les toxicomanes, il y a échange de seringues, donc l'hépatite C, elle peut se transmettre d'un individu à l'autre. Là, c'est le patient lui-même qui va injecter le germe, la bactérie ou le virus à l'intérieur de son système vasculaire. Il va se contaminer par inoculation. Soit suite à un cathéter, par exemple, un patient porteur d'un cathéter. Le cathéter est une porte d'entrée pour les bactéries, ça profite ou opportunise de la peau. Donc automatiquement, c'est une voie transcutanée. Il y a également les piqûres d'insectes, vecteurs de bactéries, comme par exemple les insectes vecteurs de parasites, de la peste, la maladie de Lyme, etc. C'est des insectes qui vont piquer la peau et transmettre la maladie. On a la voie sexuelle.
c'est les infections sexuellement transmissibles. Il y a 33 ou 34 IST, c'est ce qu'on appelle des IST, des infections sexuellement transmissibles. Par exemple, la syphilis, l'urètre à gonocoque ou à chlamydia, etc. Ça, c'est une autre voie de contamination interhumaine. Là, on a parlé du réservoir, on a parlé du mode de transmission, la porte d'entrée, le germe, donc elle est là. Maintenant, le germe, il est à l'intérieur de l'organisme. Comment l'infection va évoluer? Là, c'est l'évolution de l'infection et multiplication des germes dans l'organisme. On a plusieurs types d'infections. Premièrement, les infections localisées. C'est des infections localisées à la surface de la peau, par exemple. Par exemple, l'impétigo. C'est des infections à la surface. Il peut s'agir de mycoses causées par des champignons, des infections bactériennes, par exemple l'impétigo, etc. Des infections virales au niveau de la peau. Ça, c'est des infections localisées, généralement bénignes, pas très graves. Deuxièmement, on a des infections cutanées, mais atteignant un tissu plus profond, sous-cutané par exemple. C'est ou infectant les muqueuses. C'est le cas des abcès, des furoncles, etc. C'est des infections cutanées localisées, mais un peu plus profondes, en formant des abcès ou des furoncles. Mais ça reste toujours des infections localisées. On a les infections généralisées. Là, c'est des infections plus graves. Donc, la bactérie a atteint la circulation sanguine. Par exemple, suite à une infraction, suite à un portage d'un cathéter, etc., la bactérie va se retrouver au niveau sanguin. Au niveau sanguin, le sang, c'est un vecteur. Donc, elle va transmettre la bactérie tout au long des vaisseaux. Automatiquement, l'infection sera généralisée. On a deux types de bactéries, mais là on parle de bactériémie. La bactérie elle vit au niveau du sang. Il y a les bactériémies transitoires. La bactérie, une fois à l'intérieur du sang, elle sera rapidement neutralisée par les moyens de défense, c'est-à-dire le système immunitaire. Si la bactérie échappe aux moyens de défense, on aura une bactériémie parfois continue, lorsqu'il y a des passages répétés à travers, par exemple, un cathéter. À travers un cathéter sanguin, donc automatiquement, il y a un passage répété de la bactérie. On parle de bactériémie continue. Et là, la bactérie va donner des manifestations cliniques généralisées parce que le sang va essaimer les bactéries au niveau de l'organisme et l'infection sera généralisée. Parfois, la porte d'entrée, elle est, par exemple, cutanée par un cathéter et on aura un abcès cérébral ou un abcès au poumon, etc. Donc, l'infection, elle sera essaimée dans l'organisme. Et c'est des infections, bien sûr, beaucoup plus graves que les infections localisées. Une fois le germe est à l'intérieur de l'organisme, l'infection va passer par des phases. On a plusieurs phases. Premièrement, la phase d'incubation. Lorsqu'on dit incubation, c'est la période entre la contamination et l'apparition des signes cliniques. Bien sûr, cette phase, la durée de cette phase, elle est différente d'un germe à l'autre. Il y a des germes qui restent là où la phase dure 2-3 jours, d'autres, elles durent des mois. Ça dépend. Donc l'infection, elle est silencieuse. Le but de la phase d'incubation, c'est quoi? C'est d'augmenter la charge, par exemple, bactérienne. Parce que, suite, par exemple, à une pénétration de bactéries à travers un cathéter, on n'aura pas une grande quantité de bactéries qui va pénétrer la peau. Mais ces bactéries, pour pouvoir donner une infection ou des manifestations cliniques, il y a une multiplication préalable pour créer ce qu'on appelle la dose infectieuse. La dose infectieuse, c'est le nombre de bactéries capables de donner une infection ou des manifestations cliniques. C'est ça la période d'incubation. Par exemple, si on parle d'un virus qui est la rage, avant de donner la phase d'état, la rage, c'est-à-dire proprement dite, on aura quoi? D'abord, la phase d'incubation. La phase d'incubation, le virus va faire quoi? Va se multiplier au point de morsure, parce que la rage, suite à une morsure, par exemple, par un chien. Le virus va se multiplier au point de morsure pour créer un nombre important de molécules virales capables d'infecter l'organisme. Donc, c'est ça la phase d'incubation. Après la phase d'incubation, il y a la période d'invasion ou la phase d'invasion. La phase d'invasion, c'est-à-dire c'est bon, la bactérie va attaquer maintenant. Il y a un nombre assez important de bactéries dotées par exemple de pouvoirs pathogènes. Là, la bactérie va attaquer. Donc, apparition rapide des différents signes de la maladie. Là, la maladie va se manifester, donnant des signes cliniques et généralement durant cette phase que le patient va consulter parce qu'il a des signes cliniques.
Les signes cliniques commencent d'abord, par exemple, parfois par des signes mineurs, puis l'aggravation. Lorsqu'on parle d'infection latente, d'abord, la période d'incubation, elle est pratiquement toujours, tous les germes donnent une période d'incubation. Parfois, elle est vraiment très courte, parfois très longue. Après la phase d'invasion, il y a des germes qui donnent, après la phase d'invasion, donnent directement une phase d'état, par exemple la grippe, contamination, 2-3 jours de la phase d'incubation, puis la phase d'invasion. Après l'invasion, ça commence parfois par le nez bouché, etc., un peu de fièvre. Après vient la phase d'état, c'est la fièvre, toutes les manifestations, la fièvre, la toux, etc., c'est la phase d'état, puis la guérison. Il y a d'autres germes qui passent par une infection latente ou inapparente. Les infections latentes, c'est quoi? Il y a la phase d'incubation, par exemple, des germes comme l'herpès, des virus comme l'herpès. L'herpès, lorsqu'il contamine, il y a toujours phase d'incubation, phase d'invasion, et le virus passe par une phase de latence. La phase de latence, c'est le virus, il est là, mais il est caché quelque part. Il ne donne pas de manifestations cliniques. Suite aux pressions, par exemple, exercées par le système immunitaire. On va obliger le virus ou la bactérie de passer vers une phase latente. Latente, c'est-à-dire le virus ou la bactérie ne cause rien du tout. Il est là, silencieux, il ne donne rien du tout, en attendant que l'organisme affaibli pour passer à la phase d'état. Donc, correspond à des foyers infectieux inconnus, par exemple la racine dentaire, les amygdales, les ganglions profonds, etc. L'infection latente silencieuse pendant des années peut donner lieu à des réveils secondaires. Par exemple, l'herpès, elle s'active généralement une fois par an, parfois une fois tous les 2-3 ans. Mais par exemple, suite à la tuberculose, qui est une bactérie qui peut donner une infection latente, le bacille de corps ou le BK est là, au niveau du poumon. Il ne donne rien du tout. Il ne donne pas de manifestation clinique parce qu'il est contrôlé par le système immunitaire. Suite à une prise, par exemple, des immunosuppresseurs ou des corticoïdes, la bactérie va s'activer parce que le système immunitaire est affaibli et elle va donner une phase d'état ou une infection. Il y a les infections inapparentes. Infection inapparente, c'est une infection avec une phase d'incubation, phase d'invasion, mais l'infection passe inaperçue. Par exemple, la rubéole, elle peut donner des manifestations cliniques, comme elle ne peut pas donner des manifestations cliniques. Il y a guérison sans donner des manifestations cliniques. C'est une infection inapparente. Après la phase d'invasion et la phase d'état, les signes cliniques sont à leur maximum. Là, c'est la phase d'état bon. Et après la phase de terminaison, soit guérison, soit mort de l'hôte. Donc l'hôte, soit elle décède suite aux manifestations cliniques, soit il y a guérison. Maintenant, on doit parler de pouvoir pathogène. Pourquoi certaines bactéries donnent une infection, d'autres bactéries, elles sont commensales, elles ne causent rien du tout. Donc ça, c'est dû au pouvoir pathogène. Il y a deux définitions. Il y a la définition du pouvoir pathogène, c'est l'ensemble des mécanismes mis en œuvre par la bactérie contribuant au déclenchement d'une infection. C'est une notion qualitative, c'est-à-dire une bactérie a un pouvoir pathogène ou elle n'a pas un pouvoir pathogène. Donc soit positif, soit négatif. Soit elle a un pouvoir pathogène, soit elle ne l'a pas. Il y a la virulence. La virulence, la définition, la virulence en quelque sorte, elle est quantitative. On peut dire une bactérie faible, avec faible virulence, une bactérie ou un virus hautement virulent. Là, elle est définie comme le pouvoir de multiplication et son pouvoir d'échapper ou de résister, par exemple, à la phagocytose. Il y a des facteurs de virulence, par exemple la synthèse des toxines, la capsule, etc. On va les voir par la suite. Une bactérie virulente, elle a des mécanismes d'échapper et d'envahir l'hôte. Schématiquement, il existe trois temps cruciaux dans le développement d'un processus infectieux. D'abord, le pouvoir pathogène, comment il commence? La colonisation du revêtement. Donc, une bactérie pour infecter, elle doit d'abord coloniser. Comment elle colonise? Il y a l'adhésion. L'adhésion, c'est-à-dire la fixation par des adhésions bactériennes sur les cellules ou sur les structures de l'hôte. Donc, la bactérie, elle doit posséder cette capacité de se fixer sur l'organisme. Parce que si elle ne se fixe pas, elle sera chassée par exemple. Pour donner une infection urinaire, la bactérie doit posséder le pouvoir de se fixer sur les muqueuses urinaires. Si elle n'a pas ce pouvoir, elle sera chassée par les urines et elle ne donnera pas d'infection. C'est principalement les structures qui permettent l'adhésion, c'est les adhésines ou ce qu'on appelle les fimbriers.
Donc, ces adhésines donnent à la bactérie le pouvoir d'adhérer aux muqueuses, par exemple. Après adhésion, il y a l'invasion. La bactérie doit posséder le pouvoir d'envahir. Donc, elle a des structures et des toxines, par exemple, des structures qui permettent l'invasion, donc marquées par l'entrée des bactéries et leur multiplication dans les cellules infectées de l'hôte. Elle doit se multiplier donc et résister aux défenses de l'organisme. Par exemple, la résistance aux phagocytoses, elle est due à la présence d'une capsule. Donc, une bactérie non capsulée, donc elle n'a pas ce pouvoir de virulence, elle ne peut pas échapper à la phagocytose. Elle sera phagocytée et détruite par le système immunitaire. Il y a des bactéries qui possèdent une résistance au complément, au pouvoir destructif du complément. Elles possèdent les C5 peptidases. Donc, c'est des bactéries qui résistent à l'action du complément. Donc, par exemple, une bactérie dotée d'une capsule et d'une C5 peptidase qui détruit le complément, elle a un grand pouvoir pathogène pour envahir l'organisme. Il y a d'autres moyens de virulence, c'est-à-dire la bactérie utilise des toxines. Les toxines, on va les voir par la suite. Elle utilise également des enzymes, par exemple, qui détruisent les anticorps, qui détruisent le mucus, etc. Parce que, par exemple, les muqueuses sont tapissées d'une couche de mucus. Le mucus évite la pénétration des bactéries. Mais une bactérie qui a des enzymes qui détruisent le mucus, par exemple, elles peuvent pénétrer à l'intérieur des téguments. Il y a la toxinogénèse. Il y a des bactéries qui élaborent des toxines, d'autres non. Une toxine, c'est quoi? C'est une substance spécifique d'origine bactérienne. Souvent, c'est un produit, on va dire, c'est un produit toxique et antigénique. Toxique, c'est-à-dire il va causer des manifestations cliniques en inhibant des processus normaux de la cellule. Et antigénique, elle provoque, c'est-à-dire une réaction immunitaire. Là, on doit parler des intoxications et des toxi-infections. Par exemple, parfois, on entend souvent les gens dire j'ai une intoxication alimentaire. Alors, il y a deux types. Il y a les intoxications alimentaires et il y a les toxi-infections alimentaires. Ce n'est pas la même chose. Les toxi-infections alimentaires, c'est quoi? C'est une ingestion de la bactérie elle-même. La bactérie, elle est au niveau du tube digestif. Elle va causer des problèmes, soit en synthétisant des toxines, soit en envahissant, par exemple, le tube digestif. Ça, c'est une toxi-infection. Généralement, elle se manifeste 24 à 48 heures après l'ingestion de l'aliment. 24 à 48 heures, pourquoi? Parce que c'est une infection. Une infection a besoin d'une phase d'incubation, phase d'envahissement et phase d'état. C'est pourquoi ça prend 24 à 48 heures pour donner des manifestations, parfois plus. Ça, c'est une toxi-infection. Les intoxications alimentaires, c'est autre chose. C'est l'ingestion de la toxine. Donc, on a par exemple une boîte de conserve. Cette boîte de conserve n'a pas été stérilisée, il y a des bactéries. Ces bactéries vont fabriquer des toxines. Donc, l'homme va ingérer cette boîte de conserve ou le contenu de la boîte de conserve. Donc, automatiquement, il a ingéré les toxines. Et là, les manifestations sont pratiquement immédiates parce que c'est un produit toxique, il n'y a pas de multiplication, ce n'est pas une infection, donc il n'y a pas phase d'incubation, il n'y a pas ces phases-là. Donc, rapidement, la toxine va donner comme s'il a ingéré un produit toxique. Donc, automatiquement, les signes cliniques au bout de parfois 30 minutes, 1 heure, 2 heures, jusqu'à 6 heures. Après l'ingestion, il y a des signes cliniques. Là, c'est une intoxication alimentaire, ingestion de la toxine. La toxi-infection, c'est l'ingestion des bactéries. Les toxines bactériennes peuvent être divisées en deux. On a les endotoxines et les exotoxines. Endotoxines, c'est-à-dire à l'intérieur de la bactérie. Exotoxines, c'est-à-dire c'est des produits excrétés par la bactérie à l'extérieur. Les exotoxines sont généralement de nature protéique, thermolabiles, c'est-à-dire sensibles à la température. Un chauffage va détruire la toxine, libérée par les bactéries pendant la phase de multiplication. Sont immunogènes, c'est-à-dire ils provoquent la stimulation du système immunitaire. L'avantage que ces toxines, ces exotoxines sont transformables en anatoxines. Les anatoxines, c'est utilisé dans les vaccins. Par exemple, pour la coqueluche, etc. On a une exotoxine. Cette exotoxine, elle sera transformée en anatoxine. L'anatoxine, c'est quoi? C'est une toxine qui a perdu son pouvoir toxique, mais elle garde le pouvoir antigénique.
On l'utilise pour la vaccination. Comme ça, on va stimuler la synthèse des anticorps qui vont protéger contre cette toxine. De toute façon, demain, on va faire le cours des vaccins et on va parler de ça. Elles sont généralement non pyrogènes. Lorsqu'on dit non pyrogènes, elles ne provoquent pas de la fièvre. Par exemple, la toxine du vibrio cholérique, elle donne des diarrhées sans donner de fièvre. C'est une exotoxine non pyrogène. Le syndrome clinique est caractérisé de la bactérie. Par exemple, la toxine tétanique est neurotrope. C'est une toxine qui va donner des contractions musculaires et une paralysie. Il y a la toxine staphylococcus qui est nécrosante, dans la nécrose des tissus. Et il y a la toxine diphtérique qui est pantrope. Pantrope, c'est-à-dire elle agit un peu partout sur le système nerveux, respiratoire et le système cardiovasculaire. Ça, c'est des toxines, c'est des exotoxines. Les endotoxines, elles sont synthétisées uniquement par les bactéries Gram négatifs. C'est des LPS. LPS, c'est-à-dire lipopolysaccharides. C'est des toxines qui se retrouvent à l'intérieur de la bactérie. Ils sont libérés une fois la bactérie elle est détruite. Donc, une fois la bactérie détruite, elle libère ces endotoxines. Elles sont faiblement immunogènes, mais elles sont pyrogènes. Elles donnent des manifestations, c'est-à-dire elles donnent de la fièvre. L'effet toxique se manifeste par des troubles hémodynamiques, hypotension, congestion des organes, tachycardie et collapsus cardiovasculaire, parce que c'est des toxines très puissantes. Parfois, elles donnent même un collapsus cardiovasculaire et des signes généralisés très graves. Alors, dissémination de ces germes dans l'organisme. À partir de la porte d'entrée, par voie sanguine par exemple, ou lymphatique, on a des localisations secondaires. Parfois, par exemple, la tuberculose la pénètre par voie respiratoire, mais on finit par une tuberculose osteo-articulaire. Donc la bactérie ou le BK a été transporté des poumons vers l'os pour donner ce qu'on appelle des métastases septiques ou des métastases infectieuses. Il y a les métastases cancéreuses du cancer et il y a les métastases septiques. Donc la bactérie va être transportée du poumon par le sang ou la voie lymphatique vers l'os par exemple et elle donne une infection osteo-articulaire. Elle est loin de la porte d'entrée, mais le sang ou la lymphe l'a transportée. C'est ça ce qu'on appelle la dissémination. L'échappement à l'hôte, la bactérie ou les bactéries ont un pouvoir d'échappement aux défenses immunitaires, principalement par la capsule qui inhibe la phagocytose et le C5a peptidase qui détruit le complément. Ça, c'est les facteurs généralement d'échappement des bactéries. On passe maintenant à la flore. Est-ce que c'était clair? C'est-à-dire, là, ce qu'il faut retenir, c'est les différentes phases. De toute façon, on va les faire dans chaque cours, par exemple, du systématique, on va refaire ces phases-là. On a le réservoir, on a déjà la bactérie, le réservoir, la transmission, la pénétration dans l'organisme, la phase d'incubation, phase d'invasion, phase d'état et guérison. Et bien sûr, il y a toujours cet équilibre entre système immunitaire et bactéries. Les bactéries, il y a plusieurs types. Il y a des bactéries commensales, il y a des bactéries pathogènes strictes qui possèdent un pouvoir pathogène cliniquement bien défini. Il y a des bactéries opportunistes qui, selon la porte d'entrée, elles donnent des infections, etc. Est-ce que c'était clair jusqu'à maintenant? Maintenant, on passe à la flore bactérienne, c'est-à-dire on va parler de la flore bactérienne normale. À la naissance, le nouveau-né, il était stérile in utero. Il ne possédait pas de bactéries, rien du tout, il était stérile. Mais en quelques heures après la naissance, il va acquérir une flore microbienne constituée principalement par les bactéries appartenant à la flore maternelle. Parce qu'il y a ce contact nouveau-né et sa mère, donc la mère va transmettre les bactéries de sa flore vers le nouveau-né. En quelques heures, le nouveau-né sera colonisé par les bactéries de l'environnement et qui provenaient de l'alimentation, par exemple les lactobacilles provenaient du lait, et de l'environnement, les staphylocoques, les entérobactéries, etc. Donc en quelques heures, il passe d'un état stérile automatiquement vers un nouveau-né colonisé par la flore. En quelques jours, une flore bactérienne s'installe au niveau de la peau, des muqueuses, au niveau du tube digestif, etc.
Donc, tout au long de la, et elle va rester tout au long de la vie. La flore bactérienne, elle dépend de l'alimentation, de l'environnement, du niveau, par exemple, socio-économique, des conditions, est-ce que les conditions d'hygiène, etc. Donc, la flore, elle diffère selon l'environnement où la personne vit. La flore normale de l'homme est schématiquement composée de 4 grandes flores. On a la flore cutanée, qui est très importante. Cette flore cutanée, elle protège contre les infections. Par exemple, elle protège contre les infections par les champignons, par les autres types de bactéries. On a une flore digestive qui est très importante, qui est impérative aux survies de l'être humain, parce que cette flore, elle synthétise des vitamines, elle digère des produits non digérés, elle inhibe la prolifération de d'autres bactéries, etc. On a la flore des voies respiratoires. Donc, les voies respiratoires sont colonisées par une flore. Cette flore, elle protège toujours contre les autres infections. Et on a la flore des voies génitales, surtout chez la femme. Donc le vagin est rempli de bactéries normales qui sont une flore normale, ce qu'on appelle la flore de Döderlein. Cette flore, elle protège contre les infections mycosiques, contre les autres types d'infections. La flore de la peau, la flore cutanée, se situe sur la partie externe de la peau, dans les glandes sébacées, les follicules, etc. Elle est estimée à 10 puissance 2, voire 10 puissance 3 par centimètre. Donc, c'est un nombre très important. Surtout, mais elle varie selon les régions sèches ou humides. Une peau glabre, par exemple, elle ne possède pas beaucoup de flore, alors une peau humide, les creux axiaux et les plis cutanés possèdent beaucoup plus de bactéries. Les espèces bactériennes qu'on retrouve sur la peau, généralement les staphylocoques epidermidis, saprophyticus, les microcoques, les corynebactéries. Ça, c'est la bactérie qu'on trouve sur la peau. On a la flore digestive qui est très, très, très importante et donc, elle comprend la flore de la bouche, l'œsophage. L'estomac possède très peu de flore parce qu'elle est acide. On a la flore de l'intestin grêle et du côlon. La flore de la bouche, elle est très riche, entre 10 puissance 5 à 10 puissance 6 bactéries par millilitre de salive. Elle existe également jusqu'à 10 puissance 11 au niveau des plaques dentaires. Elle est composée principalement de streptocoques. On a la flore du tube digestif. En dehors des germes de transit apportés par l'alimentation, il y a ce qu'on appelle une flore résidente, c'est-à-dire une flore qui est là. Elle peut atteindre 10 puissance 2, 10 puissance 5 au niveau du génome, jusqu'à 10 puissance 11 bactéries par gramme de sel. Donc, c'est une flore très, très importante. Les espèces continuent principalement par les entérobactéries. Donc, entéro, c'est pour intestin, donc automatiquement, c'est des bactéries qui survivent au niveau de l'intestin. Escherichia coli et Proteus sont les bactéries les plus importantes. Mais il y a également des anaérobies, des germes anaérobies, il y a des staph, il y a des streptocoques, etc. Donc, ça dépend de l'alimentation et de l'environnement. On a la flore respiratoire, la flore du rhinopharynx. Elle est similaire à celle de la salive, avec des streptos, des Neisseria. Bien sûr, là, on parle des Neisseria, ça profite. C'est pas les Neisseria meningitidis, etc. Oh, c'est des bactéries pathogènes strictes. Mais là, on parle des Neisseria SP, donc c'est pas des Neisseria pathogènes. Il y a des anaérobies. Staphylococcus aureus est un germe pathogène, mais on le retrouve souvent au portage sain chez des individus. On a la flore des voies génitales, la flore de l'urètre. L'urètre, il est normalement stérile, mais il existe à l'extrémité distale du canal urétral chez l'homme ou chez la femme se retrouve une flore composée de staphylocoques, microcoques, entérobactéries, mais elle ne donne rien. Mais cette flore-là, par exemple, suite à un sondage, donc c'est une sonde qui va pénétrer à travers l'urètre. Elle va emmener avec elle les bactéries. Et à ce moment-là, elle peut causer des infections urinaires. Mais dans l'état normal, cette flore, elle reste au niveau de l'extrémité distale. Elle est chassée à chaque fois renouvelée par les urines. Flore vaginale, chez la femme, c'est une flore particulière et très riche. Elle est fortement influencée par la nature de l'épithélium, l'activité oestrogénique et la concentration en glycogène. Donc, la flore vaginale, elle varie même c'est-à-dire au long du cycle naturel de la femme. Par exemple, cette flore, elle change à chaque fois. Mais il y a des bactéries qui sont toujours là. Par exemple, les lactobacilles.
Et cette flore, elle est modifiée par la prise, par exemple, de produits oestrogéniques comme les pilules, etc. La grossesse, elle est influencée par la grossesse, elle est influencée par les rapports sexuels, etc. Donc, cette flore, mais elle est là pour protéger la femme. Par exemple, bon, on va en parler après. Maintenant, rôle de la flore commensale. Pourquoi cette flore, elle est là? Elle cause rien du tout, mais pourquoi elle est là? Donc, la flore commensale joue un rôle essentiel dans la résistance à l'infection et contribue d'autre part à la digestion. Donc, résistance à l'infection, un des rôles majeurs. Donc, cette flore, elle est là. Elle va résister contre l'implantation de nouvelles bactéries pathogènes sur la peau, les muqueuses, etc. En stimulant en permanence le système immunitaire, par exemple, la flore digestive ou la flore qui est au niveau des muqueuses buccales. Elle stimule en continu le système immunitaire. Ce système va produire des IgA. Les IgA, comme vous savez, c'est des anticorps qui se retrouvent au niveau des muqueuses. Donc, ces IgA vont résister à l'infection par d'autres bactéries. Donc, ces bactéries ne donnent pas une désinfection, mais elles stimulent en permanence le système immunitaire. Deuxièmement, elle inhibe directement l'implantation des bactéries exogènes par l'effet barrière. Ces bactéries produisent parfois ce qu'on appelle les bactériocines. Ces bactériocines détruisent les bactéries exogènes. Il y a production également des métabolites toxiques, comme les acides gras, les produits H2O, l'eau oxygénée par exemple, produits par les lactobacilles, va acidifier le milieu. Les lactobacilles survivent en milieu acide, mais les autres bactéries, non. Donc, automatiquement, ces bactéries vont protéger contre les infections ou l'implantation de bactéries pathogènes au niveau du vagin. C'est pourquoi les lactobacilles vont produire du H2O2. Les streptos, la dégradation des toxines par les enzymes protéolytiques des bactéries de la flore. Par exemple, une bactérie pathogène, elle produit des toxines, mais les bactéries de la flore commensale possèdent des enzymes protéolytiques qui vont dégrader ces toxines. C'est ça la protection qu'offre la flore digestive, par exemple, ou muqueuse à l'homme. Il y a un rôle important dans la nutrition. La flore commensale du tube digestif contribue en partie à la digestion et à la destruction des déchets, comme l'urée, en hydrolysant certaines substances qui ont résisté à la digestion par les sucs intestinaux. Donc, ces bactéries aident à la digestion. De plus, elles sont capables de synthétiser des vitamines, comme la vitamine K par exemple, la vitamine B12, l'acide folique, etc. Ces vitamines sont utilisées par l'hôte comme en appointe à l'apport alimentaire, parce que la vitamine A, la vitamine K plutôt, il y a la vitamine K d'origine animale, la vitamine K d'origine végétale, et il y a la troisième source qui est la flore. Voilà, donc on a terminé le cours, il nous reste 10 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Le cours est une sorte d'introduction, donc il y a pas, il y a des informations généralisées. On va les voir dans chaque cours pratiquement lorsqu'on fait la systématique. Est-ce que c'était bien clair? Très bien, donc on a terminé. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser demain, par exemple, lors du cours du vaccin. Vous pouvez poser même des questions sur ce cours-là. Alors, à la prochaine et bon courage.